Et bien sûr, si vous avez des questions, préparez-les dès à présent. Euh, on y répondra au fur et à mesure parce qu'à la fin, je me rends compte qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Alors, si vous avez des questions, posez-les dès cet instant. Trevlik 16, voilà quelqu'un qui écrit depuis la Scandinavie, en suédois d'ailleurs. Trevlik 16, Akan Frankelmofor. Trevlig att prata med dig också. Välkommen. Skriver ni från Sverige eller? Om ni skriver från Sverige, kan ni säga på vilken stad ni är? Tack. Alors, c'est un ami qui écrit de la Scandinavie. Je le découvre pour la première fois. Je vois il écrit en suédois. Amidou Abdoulaye, bienvenue. Youssef Njoya, bienvenue également. Et voilà, les amis, prenez place. On va attendre un peu nos amis retardataires et on va lancer. On attaque les choses. C'est noté l'ami Yannick Diomini de tout. Et mon ami qui me demande Talakangi Amgaka Piang, les amis. Depuis Boston, une de mes villes préférées. Si je vivais aux États-Unis, c'est à Boston que je vivrais. C'est une ville américaine, certes, mais qui ressemble beaucoup aux villes européennes. Jules Forum is asking me if you have a WhatsApp number. Of course I do, and I display it all the time. That's where people call me. So sometime along the show, I will display the number. No worry, brother. Aman Yerimanu, depuis la Caroline du Nord. Bienvenue, frère. Patrick Wabo, bienvenue, depuis Berthois. Je salue les gens de Berthois, une ville très accueillante et très hospitalière. Tansgord, bienvenue. Je n'ai pas vu la combattante infatigable, Arel Ndongo. Welcome to you, sister. We are so pleased to see you again once more. Irene Flore. Cameroon Ferrari door Ambazonian, men vi måste hålla i kontakt och jobba tillsammans. Copenhagen, det är en skön stad. Jag kommer ihåg att de började bilda, vad ska man säga, en bro, säger man på svenska, trafik mellan Köpenhamn och Malmö i Sverige. Jättebra. Men du ska ha min nummer innan vi säger godnatt tillsammans. Alltså. Alors, c'est qui Alidou Nyako Bandeko Njarama. Alors, Afi Hassan me demande les origines des Arabes Shoa. Les Arabes Shoa sont un mélange d'Arabes et des populations locales. Vous allez trouver la même chose au Niger, l'ethnie à laquelle appartient l'ancien président Bazoum, d'autres venus de Libye. Rappelez-vous que en dehors de l'esclavage inter-africain, c'est-à-dire l'esclavage entre les Africains eux-mêmes, la première forme d'esclavage venue de l'étranger était pratiquée par les Arabes. Si vous allez, la question que vous me posez, on me l'a souvent posée en Tanzanie. Si vous allez en Tanzanie, il y a un endroit qu'on appelle le Zanzibar, c'est une île. Et le Swahili qui est parlé là-bas est mélangé avec des mots arabes. Et il y a des métissages là-bas. Donc c'est la même situation que nos Arabes choix. Vous allez trouver des métissages avec des Arabes et des populations locales. Mais si vous voulez, on pourra faire un direct, ça fera l'objet
d'un direct, comment je vais dire ça, un direct distinct un jour. Mais leur origine est celle-là, avec des métissages locaux. On peut dire la même chose de Peul. Hein. Il y a des métissages entre les Peuls et les populations locales. Euh, donc c'est un sujet assez délicat, mais bon, on peut en parler sur le plan simplement scientifique. Vous me posez la question, donc le sujet revient tout le temps. Donc les amis, on fera un direct dessus. Souleymane Asamoah, bonsoir et bienvenue. Madougori, salam, Njarama. Voilà. Donc on attend un peu les retardataires, on va lancer. Alors, Wilfred Cuny, depuis Los Angeles, bienvenue. Jarama Umaru Sidiki, Jam Kodoume, Jam Bandou, Jam Soudou, Alahoki Jam, bienvenue. Greeting and welcome to brother Vitor Kate from Manchester United Kingdom. Bienvenue à la sœur Eleonore Matouana, combattante, elle aussi au Royaume-Uni avec nous. Voilà. Quoi d'autre? Sarah Mehan, good evening and welcome. Watching me all the way from Germany. Alles klar, alles klar. Eine Kollege aus Deutschland. Willkommen also. Open a file to stop any cooperation with the regime. Jules Forum. We'll talk about that during the show. Marc Molo, mon frère, que j'accueille avec beaucoup de plaisir. Il est au Canada. Voilà, on le voit avec beaucoup de plaisir. Et Sommet Dibier Philippe, bonsoir et bienvenue. Hassan Nana Langui, depuis Languis à Garoua. Salut tout le monde de ma part, spécialement ceux de Rumdadia, les amis. Angèle de Mengalé depuis les Yvelines en France. Michael Nier-Sama depuis le Canada. Irène Flore. Marie-Noël Safak, bonsoir et bienvenue. Mosier Chao Dylan, bonsoir. Akin Franklin Fort depuis la Suède. On l'a déjà salué, on l'accueille, les amis. On accueille le frère et sommet Dibier, Hortense Koudem, depuis Washington. Marie Abiba, qu'on accueille avec beaucoup de plaisir. Amadjam Walko, bonjour. Et les amis, installez-vous, on va bientôt commencer. Travel, bonjour et bienvenue. Bonsoir les amis, à nouveau. Bonsoir, bonsoir. Alors, on n'a pas de problème de son ce soir, j'espère, les amis. Voilà. Hier, on avait des petits craquements, mais bon, ça va aller. Alors les amis, j'espère que vous avez amorcé un bon début de week-end. Je le vous souhaite de tout cœur. Passy YouTube, bienvenue. Frumto, aussi bienvenue. Alors, qui vous dit, allez-vous les nommer dans le prochain? Alors, Irène Flore me pose une question. Les membres du gouvernement actuel qui vous soutiennent, allez-vous les nommer dans le gouvernement? Alors, on me dit, il n'y a pas de son.
Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de son? Est-ce qu'il y a le son? Non? Alors, on va voir ça. Est-ce que le son arrive jusque vous, les amis? Non? On n'a toujours pas de son, non? Alors, on va arranger ça. Alors, pourtant, quelqu'un me dit qu'il y a un problème de son. On va regarder ça. Alors, on dit il y a le son. Quelqu'un d'autre me dit qu'il n'y en a pas. Alors, c'est quoi cette histoire? On dit le son est bon. Et moi aussi, je sens qu'il est bon. Jakim Galim. Alors, quelqu'un m'a donné une fausse information. Le son est très bon chez moi. Voilà. Voilà, le son est parfait. J'ai vérifié ça. Bonsoir à Brigitte Bruneux. Alors, peut-être que l'ami qui a dit ça avait un problème avec son téléphone, mais ici, le son est parfait. Voilà. Alors, Irène Flore, Irène Flore m'a fait une remarque. Je ne sais pas, il faut préciser votre question. Vous parlez de gouvernement. D'abord, s'il y a un gouvernement, ce n'est pas moi qui le nomme. Ensuite, s'il y a un gouvernement Tiroma, je n'en serai pas. À mon âge, être ministre n'est pas ce qu'il me faut pour être heureux. S'il y a un avènement, l'avènement d'un gouvernement de renaissance, que nous avons toujours appelé de nos voeux, nous serons là pour guider les plus jeunes. Moi, je suis un éducateur. À la ville, je suis consultant, j'enseigne, je suis anthropologue linguiste de formation, je fais histoire, mais je suis consultant en questions géopolitiques et géostratégiques. C'est comme ça que je gagne ma vie. Voilà. Je suis un coach. Donc, mon ambition n'est pas de devenir ministre. Je ne sais pas si c'est la question à laquelle vous pensez. S'il y a un gouvernement Chiroma, je n'en serai pas. Ce n'est pas moi qui nomme les gens. Mais nous nous conseillons. Notre souci, c'est que notre pays soit ouvert et qu'il y ait du bien-être. On va intervenir sur le plan du bien-être. Les relations que nous avons tissées à l'international, les expertises que nous avons accumulées, nous allons mettre tout ça au service de notre pays. Voilà. Donc, c'est ça ma motivation. Donc, vous qui me parlez de gouvernement, ce n'est pas mon objectif, ce n'est pas mon projet. Euh, nous conseillons au président Chiroma, s'il arrive aux affaires, de ne pas nommer plus de 15 ministres. Ça ne sert à rien. On a des idées. Je vous ai dit à plusieurs reprises, euh, sur le plan du social au Cameroun, il faudrait que les Camerounais aient un bon niveau de vie. Si vous repartez dans les fondamentaux de nos pères fondateurs, Ruben Oumbe, il disait quoi? Il disait il faut créer de l'opulence, il faut créer, euh, il faut créer la richesse. Si vous créez l'opulence, vous créez de la richesse, et il y a l'équité dans la distribution de ressources, vous allez tuer la question du tribalisme. C'est quand il arrive à manquer de nourriture, quand il arrive à manquer de ressources, c'est là où les gens commencent à se taper dessus et dire, ben tiens, toi tu n'es pas d'ici, toi tu n'es pas de là. Mais si tout le monde a à manger, si tout le monde a un niveau de vie décent, quand je dis tout le monde, quand je dis tout le monde, on ne laisse personne sur le côté de la route.
On n'a pas eu les mêmes départs dans la vie. Nous ne sommes pas issus des mêmes familles. Il y a des gens qui sont issus des familles brisées. Il y a des gens qui ont grandi, qui sans père, qui sans mère, qui n'a pas eu la même opportunité dans la vie que les autres. On ne peut pas les juger, on ne peut pas les rejeter, on ne peut pas les écarter. Mais on leur donne une opportunité nouvelle. C'est pour ça que je parlais avec mes compatriotes, un en Suède tout à l'heure et un autre au Danemark. Si vous allez là-bas, vous allez à l'école à tout âge. Et on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire. La deuxième chance dans la vie. Je vous ai parlé de l'état des prisons. Mon projet, il y a des gens en prison au Cameroun qui ne doivent pas y être. Quelqu'un qui est fou, qui a des problèmes mentaux, sa place, ce n'est pas la prison. Quelqu'un qui a volé une moto pour vendre, sa place, ce n'est pas en prison. Il a besoin d'être réinséré dans la société. On lui trouve un métier. Souvent, c'est des gens qui savent pas lire ni écrire. Alors, quelqu'un me dit que sur TikTok, c'est très brillant. Donc, il faut revoir. Parce que le système de l'éducation au Cameroun, c'est un faux système. Je vous ai dit que quand ils sont venus, on salue Annie Gisèle, quand ils sont venus avec le modèle de la colonisation, c'est un système de l'ancien régime. Un système qui a été honni partout en Occident. Un système qui est à la base de plusieurs révolutions. En France, il y avait quelque chose qui s'appelait le tiers-État. Et c'est d'ailleurs ce qui est à la base de la Révolution française. Le tiers-État. C'était quoi le tiers-État? C'était 98% des Français qui étaient exclus du système. Parce que ne faisant partie ni de l'aristocratie, ni du clergé. C'est le système qui a à son tour inspiré une autre notion, la notion du tiers-monde. Le tiers-monde, c'est quoi? C'est la majorité des pays de la planète qui sont exclus du festin, qui ne font pas partie du G7, la réunion des pays les plus industrialisés. Donc, il y a des choses à faire. Et quand on nous a conféré les indépendances, les indépendances nominales, mais on a oublié de faire quelque chose d'essentiel. Renverser la table. L'indépendance, oui, mais nous avons gardé les oripeaux de l'esclavage mental. Nous voilà, nous parlons la langue des autres. Nous raisonnons avec le logiciel de pensée des autres. Une fois acquis l'indépendance, on salue la sœur Rose Guillameunier que je cueille. Une fois l'indépendance acquise, il fallait renverser la table. C'est-à-dire revenir aux fondamentaux qui étaient les nôtres avant la colonisation, avant l'esclavage. On m'a souvent demandé, mais quel modèle de gouvernance préconisez-vous? Parce que l'anthropologie politique, au contraire de la science politique, s'occupe, son objet d'étude, c'est les structures d'acquisition du pouvoir, la gouvernance, la transmission du pouvoir, c'est-à-dire les structures traditionnelles. En français simple, nos chefferies traditionnelles. Comment est-ce qu'on peut combiner ce système de chefferie qui a transformé nos chefs en auxiliaires de l'administration, pour ne pas dire complices et collabos? Comment est-ce qu'on peut faire une synergie, une complémentarité avec la modernité? On dirait, voilà, le président du Cameroun, euh, pour une année, c'est le chef Babadjou. Une année, il est président du Cameroun. Il ne détient aucune réalité du pouvoir exécutif.
il inaugure les chrysanthèmes. Si le Cameroun a un note de marque, c'est lui qui le reçoit pour le décorum et le protocole. Mais le pouvoir exécutif réside entre les mains d'un premier ministre, non pas nommé, mais issu d'un système parlementaire. C'est-à-dire qu'à la faveur d'une élection législative, c'est le chef du parti ayant le plus grand nombre d'élus qui forme le gouvernement. Donc on pourrait combiner un système comme ça. C'est un ballon d'essai, de réflexion que nous lançons. Quand nous ferons, on dit, voilà, une année, le chef Babadjou est président du Cameroun. L'autre année, le Lamido de Maroua. L'autre année, le chef Obala. Mais ils n'ont pas de pouvoir réel. Le pouvoir est entre les mains d'un premier ministre issu de l'élection législative, parce qu'il a le plus grand nombre d'élus. Et ensuite, on peut faire des coalitions, comme ça se fait en Scandinavie, comme ça se fait en Europe du Nord, en Allemagne, comme ça se fait aux Pays-Bas, où les gens ne gouvernent jamais seuls. Comme disent mes amis anglais, de winner takes all. Vous faites une élection présidentielle. Quelqu'un gagne avec 53%. Il y a un autre qui totalise 40 et poussière 47. Mais c'est quasiment la moitié. Donc pendant 7 ans, les 47% qui sont quasiment la moitié n'auront pas droit au chapitre. Mais il y aura des mécontentements. Alors qu'on peut faire des coalitions. On fait des coalitions, on dit voilà, vous, les gens du MRC, vous avez telle partie de votre projet sur l'éducation, sur la réinsertion des jeunes, sur l'égalité des chances. Venez appliquer cette partie avec vos ministres à vous dans le gouvernement. Vous, du PCRN, vous avez ça, voilà ce que vous pouvez venir faire. Mais on n'est pas dans un climat de guerre civile permanente, où vous avez d'un côté des gens qui ont confisqué tous les aspects du pouvoir et qui narguent les autres. Et les compatriotes se regardent en chien de faïence. Donc, à mon ami Flore qui me posait la question, il faut enlever la culture de poste. Il faut être pragmatique. Qu'est-ce qu'on peut faire de façon concrète? On peut servir son pays autrement qu'en étant ministre. Vous allez dans les pays civilisés, il y a des ONG qui jouent un rôle important. Vous avez des membres de la société civile qui jouent un rôle important. Notre projet, c'est lequel? Notre projet, c'est que chaque Camerounais serve à quelque chose. Notre projet, c'est que les Camerounais soient instruits, qu'ils connaissent leurs droits. On ne peut pas revendiquer des droits qu'on ne connaît pas. J'ai une compatriote qui me dit, elle va au Cameroun. Elle a une nationalité étrangère. Elle va au Cameroun dans un commissariat, fait sa carte d'identité. On lui dit que la double nationalité est interdite, elle ne peut pas. Mais ce n'est pas le cas. Le policier qui la renvoie, c'est un ignorant. Oui, depuis 1968, il y a interdiction de la double nationalité. Mais cette interdiction ne concerne pas les femmes camerounaises. Une femme camerounaise qui épouse un étranger et qui en adopte la nationalité n'est pour autant pas déchue de sa nationalité. Il y a cette exception. Et c'est dans le droit camerounais. Alors nous disons, s'il y a un gouvernement au Cameroun, moi ce que j'ai appris en Scandinavie, on va l'appliquer. D'abord pour lutter contre la corruption, on a des caméras partout. Vous êtes dans votre bureau, vous avez une caméra dans votre dos et en face, et qui donne chez votre chef hiérarchique. Mais tout à côté de vous, vous avez quelqu'un qui s'appelle le médiateur de la République. Donc quand vous lui refusez un service à un usager, il demande au médiateur de la République, est-ce que le monsieur, ce qu'il m'a dit, est-ce que c'est normal? Vous n'avez plus de bureaux où il y a un individu qui abuse des usagers et leur fait des propositions indécentes. Vous avez un système de bureau à l'américaine, comme dans les amphithéâtres. Moi, j'ai mon bureau là, en anglais on dit desk, et à côté, il y a quelqu'un d'autre. Ce sont des vitres qui nous séparent. Mais tout ce que je fais là est visible par tout le monde, en plus des caméras. C'est des choses qu'on peut faire. Et
Un policier, quand vous stoppez un usager, d'abord vous lui dites pourquoi vous le stoppez, vous lui dites ses droits. Donc voilà autant de pistes auxquelles c'est à ça que nous pensons. Nous ne pensons pas aux individus qui vont être ministre, qui va être ceci. Des ministres, on en a eu. Paul Biya en a utilisé en 43 ans, il a utilisé près de 1000 ministres. 900 et poussière. Ça a donné quoi? Ça nous a plongé dans le marasme. Ça nous a précipité au bout du gouffre de la banqueroute. Et les policiers doivent être formés. Et ils doivent suivre des cours de civisme, signer une charte anticorruption. Dès la première escarmouche, non seulement ils perdent leur travail, mais ils savent que personne ne peut plus jamais les employer parce qu'ils ont un dossier. Personne ne peut leur donner la référence. Nous allons installer un système tel que quand vous allez chercher un emploi, vous apportez une référence. Si c'est lui qui vous donne la référence le fait de façon malhonnête, lui aussi, il va en pâtir. Si vous avez été convaincu des crimes sexuels, des crimes pédophiles, attouchements sur mineurs, vous n'allez plus jamais travailler en contact avec les enfants. Si vous êtes enseignant, vous dites adieu à votre carrière d'enseignant. Si vous êtes enseignant et vous entretenez des relations sexuelles avec vos élèves, même s'ils sont majeurs, vous n'allez plus jamais enseigner de votre vie. Donc, on va mettre des garde-fous tels que même Satan en personne n'abusera de la Constitution. Mais en y associant des Camerounais, parce qu'ils sont concernés au premier chef. Pardon. On ne va pas faire des lois contre les Camerounais. On fait les lois avec les Camerounais et pour les Camerounais, en les associant à ces décisions, mais en les associant à la création des lois. C'est pour ça que je vous ai dit plusieurs fois que tout ne va pas s'arrêter avec une élection présidentielle. Il faudra qu'on fasse des assises nationales, ce que vous n'avez pas pu faire en 90, ce que nous n'avons pas pu faire en 1990, une conférence nationale souveraine et inclusive, où toutes les couches de la société sont représentées, où chacun a son mot à dire. On refait les fondamentaux. Mais pour combattre la corruption, il faut former nos fonctionnaires, il faut former les agents de l'administration, il faut payer les gens décemment. Un policier qui est bien payé n'éprouve pas le besoin d'aller se mettre au coin de la rue pour acquitter ses compatriotes. Si vous payez à Douala, vous payez quelqu'un 100 000 francs, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Est-ce qu'on peut vivre avec ça? Mes amis qui sont là, qui sont au Danemark, qui interviennent là, Danemark, Suède et même en Norvège, qu'est-ce qu'on fait pour fixer les salaires? Vous prenez un ministre qui est en charge de ça. Si on paye 40 000 à quelqu'un, vous mettez le ministre dans une maison pour un mois, il doit payer les frais d'électricité, il doit acheter à manger et il est avec sa famille, il doit mettre le carburant. Est-ce qu'il peut vivre avec ça? Non. On fait une évaluation. On dit voilà, pour bien vivre décemment, un fonctionnaire au Cameroun doit gagner au moins 3 millions. Au moins 3 millions, 5 millions. On va dire entre 4 et 5 000 euros. Ne me demandez pas où est-ce qu'on va trouver l'argent. Parce qu'on a cet argent. L'argent que nous avons débusqué dans les banques, je vais vous en parler tout à l'heure. Mais si il y a un contrôle, si on règle la question de la légitimité politique, si on règle la question de la distribution équitable des ressources, on peut payer. Non seulement on peut payer un salaire de minimum 5 000 euros, comme j'ai vu chez mes amis au Qatar, mais on peut payer à un chômeur 2 000 euros le mois. Vous savez pourquoi? Parce que vous parlez de droits de l'homme. Vous savez ce que ça signifie un droit de l'homme? Le premier des droits, c'est le droit à la vie. Et le droit à une vie décente. L'homme n'est pas animal. Et même ici, les animaux sont mieux traités que les gens au Cameroun. Vous êtes chômeur,
L'État vous donne un minimum pour vivre. Ce n'est pas parce que votre père n'est pas milliardaire que vous n'avez pas le droit à la vie. Le droit à la dignité. C'est-à-dire subvenir à vos besoins sans éprouver le besoin d'aller mendier. Vous avez un droit pour avoir un logement. Si vous avez un animal de compagnie qui n'est pas un luxe, on vous donne un peu d'argent pour lui acheter sa nourriture à lui. Parce que souvent, des personnes seules n'ont pour seul compagnon que l'animal. N'ont pour seule compagnie que l'animal. Parce qu'on sait que si on ne vous donne pas de l'argent pour lui acheter la nourriture, vous allez prendre dans votre peu d'argent pour lui acheter à manger. Mais dans nos sociétés, nous sommes méchants et égoïstes. Vous dites tous nos malheurs, c'est la faute des Blancs. Mais vous venez vous soigner ici. Vous volez tout l'argent qui est destiné à l'usage de tout le monde et vous venez vous soigner chez les Blancs. Quand ça ne va pas, vous dites à vos compatriotes, vous savez, ce sont ces Blancs-là. Vous me dites, voilà, Paul Biya, c'est un panafricaniste, il n'a pas renouvelé les accords. Foutaise. Mais il se soigne où? Tu vas faire la gueule à celui qui te soigne? Je vous ai montré l'interview de Paul Biya l'autre jour. Lorsqu'il dit on va changer plus la forme que le fond. Quand on comprend le français, on comprend ce que c'est. Yvon Homès, l'ancien ambassadeur de France au Cameroun. Quand il arrive du Cameroun, il arrive des Guinées, Guinée-Conakry. Il fait une confidence qui a été rapportée depuis sa disparition. Il dit quand il arrive, il sympathise avec Biya. Biya lui dit, mais il n'est pas bien malin Sékou Touré. Hein. Il vilipendait les Américains, les Occidentaux du matin au soir. Et il a eu la mauvaise idée d'aller se faire soigner chez eux. Ils ont fini avec lui. Sékou Touré est mort en 1984 dans un hôpital à Cleveland, aux États-Unis. Alors que, quand vous ouvriez, les gens de mon âge, quand vous ouvriez la voie de la révolution guinéenne, on entendait les impérialistes, les ceci. Mais il est allé se soigner chez eux, on a fini avec lui. Donc, Biya cite cet exemple lorsqu'il s'ouvre à l'ambassadeur Yvon Homès. Yvon Homès, c'était le président bis du Cameroun. C'est un homme qui a défait des carrières. Il a fait défait des carrières. C'était lui le président bis. Parvenu à l'âge de faire valoir ses droits à la retraite, il a traversé la rue, il avait armé bagages, il s'est installé et tout dit. C'est lui qui a saboté les villes mortes. C'est lui qui a donné l'idée de la tripartie. C'est lui qui a donné l'idée du sabotage de l'UNDP en faisant venir du Nigeria Boba Bello Magari. C'est lui qui a fait le commandement opérationnel à Douala, où il y a eu les disparus de Bépanda. Biya a toujours eu besoin d'un tuteur. Et vous me dites, c'est un panafricaniste. Un panafricaniste qui connaît mieux les rues de Genève que ceux du Cameroun. Lucien Ambian a dit, en Suisse, un fonctionnaire gagne 6 000. On peut gagner ça au Cameroun. Je vous rappelle que le Cameroun, c'est moins de 40 millions d'habitants. Le Cameroun, c'est 475 000 km². Mais c'est bourré des ressources. Rien qu'avec les ressources du bois. Si je fais, la dernière fois, je faisais l'étude de faisabilité pour une compagnie vietnamienne qui s'intéresse au Cameroun pour voir le potentiel et tout. Rien qu'avec les revenus du bois, on reconstruit le Cameroun en moins d'une année. Je ne parle pas d'autres ressources. On a une variante de bois au Cameroun que les autres n'ont pas. Marianne Kola me demande, elle aimerait savoir comment j'obtiens mes informations. Je ne vais pas vous dire. Je gagne ma vie comme consultant. Un consultant, il fait quoi? Un consultant, il vous dit ce que vous ne savez pas. Je ne sais pas si Marianne Kola, est-ce que vous avez déjà été chez un avocat un jour? Je sais que vous avez déjà été chez un avocat, au moins une fois. Alors quand vous allez chez un avocat, qu'est-ce qu'il vous donne de tangible?
Vous n'y sortez pas avec une barre de chocolat. Il ne vous donne même pas à boire. Et quand vous sortez, il vous fait payer ses honoraires. Qu'est-ce qu'il vous fait payer? Il vous fait payer ses idées qu'il connaît, ses connaissances que vous n'avez pas. C'est ce qu'on appelle une consultation. Voilà. Donc, quand vous me dites où est-ce qu'on trouve les idées se trouvent là où elles se trouvent. Il y a une différence entre ceux qui les connaissent et ceux qui ne les connaissent pas. C'est pour ça que les chefs d'État prennent des consultants, prennent ce qu'on appelle les charpas, etc. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font de la consultation en géostratégie et en géopolitique. On vous dit, voilà, ne faites pas ça. Mais maintenant, vous avez des hommes politiques qui n'écoutent pas. Là, en ce moment, le Cameroun est très chaud. Et on a la preuve que Paul Biya ne contrôle plus rien. Parce que j'ai la note sous les yeux. J'ai la note sous les yeux. Vous avez des organisations de droits de l'homme avec lesquelles nous travaillons qui s'intéressent à ce qui se passe au Cameroun. Il y a des rapports faisant état d'enlèvements nocturnes et de disparitions. Ils ont commis l'erreur de tirer sur les gens. Je ne sais pas qui. Vous savez, quand un régime va tomber, c'est la grand-mère qui disait, Père son âme, disait, quand le jour de votre mort, il n'y a pas de médicaments. Parce que je ne sais pas comment ils ont fait cette connerie. D'abord d'écarter Maurice Kamto. Moi, si je conseillais Biya, si j'étais consultant en politique de Paul Biya, je lui aurais dit non. N'écartez pas Kamto. Laissez-le aller, laissez sa candidature prospérer et tricher les élections. Et c'est parce qu'on a écarté Kamto que Chiroma a surgi. Même moi, je ne mettais pas un complexe sur son nom. Et la rage et la détermination des frustrés des gens de Kamto s'est reportée sur Chiroma. Parce que la population camerounaise, qui est beaucoup plus mature que ces hommes politiques, a compris une chose. Parce qu'il y a des gens qui se targuent d'être experts et qui disaient c'est pas la peine de voter pour Chiroma. Mais le peuple s'est dit, mais si on ne vote pas pour Chiroma, ça veut dire qu'on reconduit Paul Biya. Parce que quand on écarté, tous les autres, c'était des candidatures de façade. Donc le peuple tout seul a décidé de porter son dévolu sur Chiroma. C'est pour ça que ceux qui ne comprennent pas les enjeux perçoivent le silence de Chiroma comme une impréparation, ce qui n'est pas le cas. Mais dans le même temps, moi je comprends la population. Parce que l'homme ordinaire, le Camerounais lambda, raisonne avec les instruments qui sont à sa disposition. Il dit voilà, il faut qu'on appuie dans tel bouton, mais il y a d'autres considérations en jeu. Mais la population s'est dit voilà, on veut dégager ces gens. C'est pour ça que dès qu'ils ont commencé à lire les résultats entre guillemets, au Conseil constitutionnel, les jeunes sont devenus fous. Ils n'ont même pas fini, ils ont commencé. Et puis vous dites qu'ils sont drogués. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Excellent. Les dieux rendent fous ceux qui veulent perdre. Je ne sais pas qui a dit ça, quel penseur a dit ça. C'est plus Marc Bollot. Oui, les dieux rendent fous ceux qui veulent perdre. C'est vrai. Excellent, Marc Bollot. Vous riez, mais vous êtes plein dedans. Vous avez raison. C'est pour ça que je vous parle souvent de la transcendance, de la métaphysique. Partie de la philosophie qui s'occupe de la religion, mais pas la religion au sens d'obédience, on va dire quoi, sectaire, mais la transcendance dans le sens où, comme dit mon frère Marc Mbolo, des choses qui vous échappent, des choses qui échappent à la logique. Quand vous trouvez, il y a certaines maladies dégénératives, parce que le médecin qui a été formé, on lui dit, voilà, si vous faites ça, vous faites 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, 3 plus 3 égale 6. Mais à un moment, il y a des choses que la logique, le cartésianisme n'arrive pas à expliquer. On ne comprend rien. C'est là où on voit la limite. La limite
de, de ce que l'homme peut faire avec ses outils. Il y a mon frère Emmanuel, notre apôtre de Yahoo, qui me parle, que j'accueille d'ailleurs, et qui parle de jeûner et de prier. Si vous jeûnez pour la prière, ça n'a pas d'effet. Mais si vous jeûnez, ça peut vous donner la lucidité. Parce que quand on est trop rassasié, quiconque a appris ses leçons un jour, qui a révisé ses leçons, quand on mange beaucoup, on a sommeil. Et cet état n'est pas propice à la réflexion. Donc si vous jeûnez, ça vous donne de la lucidité. Mais ça n'a pas d'effet sur votre prière. Parce que Dieu a dit, ne vous torturez pas pour venir à moi. Soyez en bonne santé. Il disait, vous qui parlez des jeunes, quand vous jeûnez, ne prenez pas un air misérable, soyez propre, parfumez-vous, qu'on ne soupçonne pas, etc. Donc les jeunes n'ont rien à voir avec la prière, mais qu'est-ce que ça a à voir? Si vous n'avez pas beaucoup mangé, ça vous permet de voir des choses. Vous êtes lucide et vous avez votre capacité d'analyse intacte. Voilà. Mais bon, cela dit, je suis un laïc et comme tout laïc, chacun a sa méthode. Voilà. Mais je donne mon avis pour causer. Mais bon, si ça marche pour vous, pourquoi pas? Donc quand je parle des salaires, ce n'est pas de la blague. Le rôle, quand vous conseillez un homme politique, vous lui dites quoi? Vous lui dites, attendez, vous avez les instruments de la coercition, de la contrainte. Dans tout État, il y a cela. C'est Max Weber qui parlait de la violence légitime. La violence légitime revient à l'État. Parce que si vous lisez le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, l'acquisition de toute liberté est une renonciation à d'autres libertés. La loi protège le faible. Si, je parle ici de l'état nature de Thomas Hobbes, si c'est la loi du plus fort, c'est le faible qui va souffrir. S'il n'y a pas la loi pour protéger le plus faible, des gens comme Nganou, ils vont prendre ma nourriture, manger, je ne peux pas faire. Il peut arracher ma voiture. Il est plus fort que moi. Donc la loi me protège moi. Mais cette protection entraîne de facto la renonciation à d'autres droits. Donc je laisse l'État s'émixer dans mon intimité en retour de la protection qu'il m'offre. Donc un droit, l'acquisition d'un droit, c'est là où vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir une divergence entre Montesquieu qui dit qu'il n'y a qu'une force plus grande, équivalente ou plus grande, pour arrêter une autre force. Vous avez, ou nous si on parle même, je peux parler de la séparation de pouvoir, mais si vous parlez, vous prenez le débat dont certains se moquaient, mais qui était très profond, installé par le professeur Camteau, le mandat impératif et le mandat représentatif, où on dit, voilà, un député est certes élu dans une circonscription, par une circonscription, mais dès lors qu'il est élu, il est l'élu de la nation. Alors que vous avez Rousseau qui dit, voilà, la souveraineté. Lui, c'est le tenant du mandat représentatif. Pardon, j'inverse les rôles. Mais Rousseau dit que la souveraineté se donne par le peuple. Et le peuple peut la rappeler à tout moment. Et il faut la vérifier. Il faut vérifier la légitimité. C'est-à-dire que si vous êtes élu dans une circonscription, cette circonscription peut vous rappeler parce qu'elle n'est pas satisfaite de ce que vous avez fait. Donc, il y a ces deux aspects. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas de ça que je voulais vous parler spécifiquement, mais ce qui m'intéresse ici, c'est le fait que tout pouvoir ne vient pas de Dieu, comme j'entends ici et là les gens dire. Mais le pouvoir vient du peuple.
C'est le peuple qui est souverain. Je vous disais tout à l'heure que quand vous avez un droit, ça correspond à la renonciation d'autres droits. Vous procédez à ce qui est prioritaire. Qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce que si vous avez un cancer au pied gauche, à la jambe gauche, et on vous dit, soit vous conservez votre pied, le cancer va prendre tout le corps et vous allez mourir. C'est beau pour l'esthétique, avoir ces deux pieds, ou alors vous renoncez à une jambe, euh, on vous enlève la jambe et vous vivez. Vous aurez un pied, mais vous resterez vivant. Donc, vous procédez à ce genre de choses. Vous dites, voilà, on va donner notre pouvoir à un individu qui parle en notre nom. Il nous a présenté son projet de société qui nous convient. C'est notre mandataire. On peut le rappeler, on peut le sanctionner. Parce que s'il ne tient pas parole, lors de la prochaine élection, on ne va pas voter pour lui. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand Paul Biya arrive au pouvoir, j'avais 18 ans. Nous l'accueillons avec un préjugé favorable. On n'avait jamais connu que le président Ahidjo. Moi, je suis né après les indépendances et Ahidjo était président. Sachant lire, grandissant, connaissant un peu les droits de l'homme, on s'en lassait un peu. Donc quand Biya arrive, il a 49 ans, on l'accueille avec un préjugé favorable, il emballe tout le monde, on oublie qu'il était comptable du projet, du bilan d'Ahidjo, puisqu'il avait passé 20 ans dans les arcanes des bureaux, mais on ne regardait pas ça. C'est vrai qu'on n'avait jamais entendu le timbre de sa voix, on va le découvrir à la faveur de sa prestation de serment, dont tous les Camerounais étaient enthousiastes, disposés à l'accompagner. 43 ans plus tard, le compte n'y est pas. Alors, si on ne peut pas critiquer sa gestion, parce que le Cameroun, c'est son bien privé. Si vous attaquez, soit vous n'aimez pas les bêtises, soit vous êtes un agent de l'étranger pour déstabiliser le Cameroun. Mais on peut quand même dire que Yaoundé est devenue une ville poubelle. Moi, enfant, j'ai vécu à Yaoundé, où étaient mes parents, mon oncle. Yaoundé était une très belle ville. Douala, c'était pareil. À Fumban, ville de province où je vivais, dépasse Yaoundé, Douala d'aujourd'hui. Il y a un problème quand même. Le Cameroun était un pays à revenu intermédiaire. L'indépendance de la Chine a été reconnue par la France plus tard en 1964. Des Chinois venaient au Cameroun emprunter de l'argent. C'est au Cameroun que la Malaisie a appris la culture des noix de palme. Le PIB du Cameroun, produit intérieur brut, ensemble des richesses et services créés par un pays sur 12 années, 12 mois, une année. Le PIB du Cameroun, en 1976, dépassait celui de la Malaisie. En 1976, année de mes 12 ans, c'est au Cameroun que les Malaisiens sont venus apprendre à faire l'huile de palme. Aujourd'hui, la Malaisie a 4 marques de voitures. 4 marques de voitures. Au temps d'Ahidjo, les Indiens mouraient de faim. Je me rappelle très jeune, ma mère me disait, ils sont nombreux. Le Cameroun a donné l'aide alimentaire à l'Inde. 1974. On montait les motos au Cameroun. Pendant qu'on faisait des montages de voitures au Nigeria voisin. Il y avait une marque de moto qu'on ne trouvait qu'au Cameroun qui s'appelle la Trial. On l'a montée au Cameroun. C'est vivant en France que je découvre les yaourts français. Moi, les yaourts que je mangeais au Cameroun étaient fabriqués par les Camerounais. Alors maintenant, nous nous retrouvons, même en accédant à l'indépendance, on n'était pas démunis comme nous sommes aujourd'hui. Dans des internats, au Cameroun, il y avait à manger. Il y avait des infirmeries dans les écoles primaires.
Il y avait les bourses d'excellence dans les lycées jusqu'aux 10 premiers. Quand les collégiens, si vos parents ne vivaient pas à Fumban ou dans les villes de province, vous apportez la preuve que votre papa vit à Bafoussam, à Yaoundé, à Douala, à Bertois, et la CNPS, Caisse nationale pour le progrès social, vous donne un papier qu'on appelle la réquisition. Vous présentez ça à un transporteur avec le cachet. Il prend la réquisition et vous amène où vous partez. Et si vous avez la chance, en route, il vous achète un sandwich. Parce qu'il y avait le barrage, il y avait, comment ils appellent ça déjà, un truc, de mot m'échappe, qui faisait le bac, qui faisait traverser les voitures entre Bafia pour Yaoundé. Donc si vous arriviez après 18 heures, il n'y avait pas de bac, vous dormez, vous passez la nuit. Donc c'était organisé. Mais aujourd'hui, les choses sont importées. On avait cultivé du blé à Tchan, en Gandéré et dans d'autres contrées. Le Cameroun est abandonné. Le chocolat du Cameroun, on le transformait sur place. On vendait une part de cacao. Il y avait un truc qui s'appelait Chococam. Je ne sais pas si ça existe encore. Au petit déjeuner, on prenait le comment ça s'appelle ça, le chocolat chaud. Je me rappelle de la publicité. Chocolaté, quelque chose comme ça, lacté, pour... Il y avait une publicité là-dessus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À partir de 1985-86, les Camerounais ont commencé à dire Yaoundé Tchobropon. Ce n'était pas mon avis parce que je n'aime pas des allusions tribales. Mais les gens ont commencé à dire ça. Et il y avait des bourses. Il y avait à Fumban un pharmacien, M. Melou, un boulot. Il nous disait avoir fréquenté avec le président. Il fabriquait des médicaments sur place, à Fumban. Si vous qui m'écoutez, si vous êtes de Fumban, il n'était pas loin de la route de lycée. Il y avait le bar d'un tonton à moi, Najo, chez Najo. Il y avait la pharmacie et puis il y avait la Bonne Fontaine. Ces types avaient des laboratoires, ils fabriquaient des médicaments sur place. Je me rappelle des Centrafricains s'arrêtant là-bas, commandant des cartons entiers pour l'amener à Bangui. Donc quand vous voyez nos frères qui s'agitent, qui réclament des choses, ce n'est pas pour que nous soyons ministres demain. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas que ça. Parce que le tout des ministres vous fascine, parce que vous vous dites, ça vous fascine, parce que vous vous dites, voilà, on va voler de l'argent. Il faut se défaire de cette mentalité. Il faut intégrer la mentalité de l'intérêt général. Il faut s'inculquer la culture d'être heureux en voyant l'autre heureux. Quand vous offrez un cadeau à un enfant à Noël, regardez comment les étincelles scintillent dans ses yeux. Vous savez quel bonheur ça représente? Je parlais avec un lieutenant l'autre jour, j'avais les larmes aux yeux. Je lui dis, bon, allez voir telle personne pour vous donner de l'argent. Il me dit, Monsieur Dupont, j'ai 4 enfants. Là où je vous parle, je ne peux pas rentrer chez moi. J'ai 350 francs dans la poche. Je préfère rester ici et dire que j'ai voyagé que d'aller affronter mes enfants, sachant qu'ils n'ont pas mangé. J'ai appelé des combattants au Cameroun. Ils sont allés donner 5 sacs de riz. Des cas comme ça, il y en a plein. Je sais que vous en connaissez. Mais, et l'État alors? Où est l'État? À quoi sert? À quoi sert un État? Vous n'avez pas pitié de vos compatriotes? Vous n'avez pas de compassion? Mais on vous raconte des singes rocambolesques. Oui, Irène, refaites votre question. On n'est pas en dictature ici. Si je n'ai pas bien compris votre question,
vous avez toute l'attitude de la reformuler et on répondra. Voilà. Il y avait des choses comme Camrail, Camchip. Moi, je connais Nia depuis que j'ai 10 ans. Nia Njifenji, c'était le patron de la Sonel, Société d'électricité. Je n'ai pas souvenir, aussi longtemps que je me souvienne. Pourtant, nous vivions dans des villes et des provinces. Demandez à Fouma. Si jamais on a coupé l'électricité, d'abord, je ne savais même pas qu'on pouvait couper l'électricité. Aïdjo avait interdit que même une famille qui ne paye pas d'électricité, Aïdjo avait dit, vous ne lui coupez pas l'électricité. On envoyait des gens chez vous, on vous demande, mais pourquoi vous ne payez pas? Quel problème vous avez? Est-ce qu'on peut vous aider? Lisez les mémoires de Samuel Desbois. Aïdjo avait dit, qu'on paye ou qu'on ne paye pas, vous ne coupez pas de l'électricité aux chefs de famille. Vous ne coupez pas de l'eau aux gens. On avait dit un élève qui a une carte d'identité scolaire, pendant la rentrée scolaire, il quitte un point à un autre. S'il n'a pas d'argent, s'il n'a pas de réquisition, vous vérifiez que sa carte d'identité scolaire n'est pas fausse, vous le transportez de point A au point B, il reconnaît que vous l'avez fait, vous vous présentez à la CMPS, on va vous payer. On passe à 11 heures dans les rues de la ville, on trouve un enfant qui est en train de traîner, on l'embarque. Pourquoi n'est-il pas allé à l'école? Est-ce qu'il est scolarisé? Qui sont ses parents? Nous, on avait des parents de nos amis, comme ça, qu'on arrêtait et dormait au commissariat, parce que les enfants traînaient en ville. Il y avait un endroit appelé Betamba. C'était un centre de reformation. Quand vous étiez têtu, on vous envoyait là-bas. C'était un centre de rééducation, mais c'est une école. Mais comme une prison. Comme vous ne voulez pas faire une scolarité normale, on vous envoie à Betamba. Mon petit frère et moi, c'est mon cadet de 2 ans, il nous a quittés depuis personnel. On avait peur, parce que notre père disait, on va vous envoyer à Betamba. Mais quand il disait ça, tu apprends ton livre par cœur. Il te dit, la prochaine fois que je te fais une dictée, tu as une faute, c'est Betamba. Moi, j'ai jamais été, mais ça nous a hantés. Il disait, voilà, si. Donc nous tous, on avait peur de Betamba. Si vous ne faites pas, vous allez aller à Betamba. Mais, je ne sais pas si vous avez dans votre famille des jeunes qui passent le bac. Certains ont la licence, ils vous écrivent tests truffés de fautes, de syntaxe, indigne d'un écolier de la 5e, de la classe de Q-1 de notre époque. Regardez même la presse camerounaise, les journaux de caniveau. Allez lire la presse camerounaise, des fautes d'orthographe et de grammaire. Alors maintenant, vous basculez. Ah oui, je vois Irène. Oui, le problème n'est pas là. Vous appréhendez mal les choses. Ne donnez pas l'impression qu'il y a des Camerounais qui seraient plus Camerounais que d'autres. C'est un combat que nous menons pour notre pays. Et notre projet n'est pas la chasse à l'homme. Si il y a des Camerounais qui demandent pardon publiquement et qui ont des qualités pour servir le Cameroun, pas pour servir Tiroma, l'État est impersonnel, ils sont les bienvenus. Si Ngongo disait demain matin, écoutez les frères, les choses sont allées très loin. Si Atangandi disait demain, les frères, en voulant bien faire, on fait mal, voilà, etc. On peut, nous connaissons la machine de l'intérieur, pardon, on va applaudir. Nous sommes un jeune État, en état de construction. Le problème ici n'est pas une chasse aux sorcières, de dresser les Camerounais contre d'autres Camerounais. On n'a pas de temps pour ça. On a envie de construire notre pays, y compris avec des gens qui ont fait du mal aux Camerounais, à partir du moment où ils font meilleur que pas. Chiroma est allé à Bamenda.
Les anglophones lui ont dit, mais toi, tu viens faire quoi ici? Pendant qu'on nous tuait, toi, tu étais porte-parole de ce gouvernement et tu disais que c'est faux. Tu nous traitais des Nigérians. Jérôme leur a dit, si j'avais raison, on salue le frère Boba Mohamedou depuis Ottawa au Canada. Jérôme leur a dit, écoutez, si j'avais raison, je ne serais pas venu ici. On devait me donner une garde, ils ont refusé de me la donner, mais je vous confie ma sécurité. Si j'avais raison, je ne serais pas venu. Mais je suis venu parce que j'ai tort. Vous me reprochez des choses, oui, je les ai dites, mais je les ai dites parce que qu'est-ce qu'un porte-parole d'un gouvernement qui ne porte pas la parole de ce gouvernement? Je l'ai dit parce qu'on m'a demandé de les dire. Mais je vous demande pardon. Si vous ne me pardonnez pas, le Seigneur, là-haut, nous tous, autant que nous sommes, nous l'offensons tous les jours. Mais il nous pardonne. Les gens ont applaudi. Il dit, ce que je veux vous dire, c'est que vous me donniez une autre chance de mieux faire. Give me the chance to make it right. To do the right thing. Donc, le problème n'est pas qu'on on dresse d'autres Camerounais contre d'autres Camerounais. C'est notre pays à tous. Personne n'est plus Camerounais qu'un autre. S'il y a un Camerounais qui, à un moment, s'est mal conduit et qu'il demande pardon, mais qui va dire non? Suis-je plus Camerounais que quelqu'un d'autre parce que je ne fais pas partie du système? Non. Est-ce que nous allons infliger aux autres ce que nous leur reprochons? Non. C'est quoi notre but? C'est pas nous. Des gens comme moi, nos vies sont derrière nous. C'est de léguer notre pays en plus meilleur état que nous l'avons reçu de nos anciens. Le Cameroun ne va pas s'arrêter avec Biya, avec Tchiroma ou Kamto. Les hommes sont passagers et le Cameroun est éternel. Le premier homme d'État du Cameroun francophone, autonomie interne, c'était André-Marie Mbida. Nous lui devons le drapeau, nous lui devons l'hymne national, nous lui devons l'organisation administrative du Cameroun par les provinces, chose pour laquelle on l'avait mis en prison, chose pour laquelle on avait suspendu ses émoluments de députés. Aïdjo venant aux affaires, Aïdjo avait condamné cette organisation, mais Aïdjo lui a écrit, disait ça dans les mémoires de Samuel Lebois pour dire, tu avais raison frère. Aïdjo, il a fait son temps, il est parti. Paul Biya partira, qu'il le veuille ou pas. Même si nous ne l'enlevons pas de force, Dame Nature va s'en occuper. Quelqu'un d'autre viendra et il passera, mais le Cameroun restera éternel. Mais notre combat, c'est quoi? C'est que le Cameroun ne disparaisse pas. Que 50 ans, 100 ans après nous, que le Cameroun soit là. Que des enfants qui vont venir disent, en ouvrant les annales de l'histoire, oui, nos aînés se sont battus, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et ils nous ont passé le relais. C'est ça le problème. Le problème n'est pas que les Betty et Kamboulou disparaissent, non. Un Cameroun sans les Betty, ce n'est plus le Cameroun. Un Cameroun sans les Bamileke, ce n'est plus le Cameroun. Ce n'est plus le continent. Un Cameroun sans les Bassa, ce n'est plus le Cameroun. Un Cameroun sans ces Wadjo, nos frères du Nord, que vous traitez de Wadjo et de Babana. Un Cameroun sans ça, ce n'est plus le Cameroun. Mon dernier passage au Cameroun, j'ai un tonton, un ami de mon père qui s'appelle Nguini. Donc on va à Obala acheter le soya chez un Betty. Il me dit, oh laisse celui-là, il ne sait pas, allons chez les Wadjo. Pourtant lui-même est Betty. Mais il reconnaît que dans ce domaine, c'est l'autre qui est bon. Moi, si vous m'invitez chez 1h10 qu'on va manger d'une dolée, je ne mangerai pas. Je vais aller chez une femme d'Ouala. Si vous me dites on va manger le hachou et c'est un bassa qui fait, je dis mais non, moi je vais à Bamenda. Pas pareil pour le héros. Si je veux manger le pain, je ne vais pas aller chez un Douala qui a appris à faire le pain. Je vais chez mes frères Betty.
C'est cette différence qui enrichissent le Cameroun. C'est pour ça qu'on nous appelle le continent. Vous dites continent, mais les gens de ma génération, on dit le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. C'est l'Afrique en miniature. Moi, je ne suis pas bêtis, mais quand j'entends Larsan et Ouno, même quand je suis à l'étranger, je ferme les yeux, je pense que je suis reparti au Cameroun, je me retrouve au Cameroun. Quand j'entends un bêtis dit John Enye, Anna Mongo, Mongo, Anna Bébéa, je suis content. Ce n'est pas mon dialecte, mais c'est une langue de mon pays. Mais on ne va pas les exclure parce qu'il y a une bande de malfrats, ce que j'appelle association de malfaiteurs, qui s'est emparée de notre pays. Et là-dedans, j'ai les miens. J'ai des gens de mon village qui sont dans ce système. Donc, les Camerounais sont des gens très intelligents. Ils se distinguent. Vous qui vivez à l'étranger, vous savez ce que je dis, c'est de quoi je parle. J'ai un ami qui a un restaurant à Paris, un Français. Je vais manger là-bas. Et puis il me dit, au fait, tu es Camerounais? Je dis oui. Il me dit, mais on a un drôle de Camerounais ici. Il viendra ce soir si vous restez. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Il dit, mais on ne sait pas si c'est un espion. C'est un portier, mais il ne se comporte pas comme un portier. Il connaît tout sur la science. Je lui ai dit, c'est ça les Camerounais. Il me dit, mais je ne sais pas qui l'a recruté comme portier, mais c'est un drôle de type. J'éclate des rires parce que je connais. Il me dit, mais pour un portier, il connaît toutes les capitales du monde. J'ai dit, mais oui, c'est ça le Camerounais. Donc, rien n'est perdu, les amis. C'est pour ça que nous sommes en négociation avec cette clique. On veut qu'ils partent honorablement. Mais s'ils ne le font pas, on sera obligé de se faire violence. On sera obligé de traverser des mauvais quarts d'heure. Quand vous avez mal à la jambe, au lieu que le cancer vous prenne tout le corps, à un moment, vous vous faites violence. Et courageusement, vous ôtez cette partie du corps qui vous pose problème. Et c'est ça qu'on va... Mais voilà, Marie Abiba, tu me mets dans une situation difficile. Tu parlais de Lalo et Folerie. Où est-ce que tu veux que je tombe ça ici maintenant? Voilà, on dit, on a des Camerounais, des compatriotes qui sont bloqués au désert. Ils veulent, ils veulent rentrer. Mais on a un État qui ne se soucie pas d'eux. Vous allez à l'île Maurice, vous voyez des fortunes immenses attribuées à des ponts du régime. Mais ça évolue. Quand je vous parle des négociations à l'international, il y a des détails que je vous donne après coup. Mais là, en ce moment, ça s'est gâté entre Ngongo et une partie de ses amis israéliens. Je vous ai parlé du logiciel espion Pegasus. Il y a des sommes d'argent qui devaient être payées à ces gens. Mais parce que nous avons signalé des comptes, je ne suis pas le seul, on est nombreux à le faire, certains transferts dus à ces compagnies n'ont pas été effectués. Parce que quand un compte a été gelé, freeze en anglais, aucune opération sur ce compte n'est possible. Nous avons envoyé des notes au Fonds monétaire international. Nous avons envoyé des notes au Club de Paris et de Londres. C'est quoi le Club de Paris et de Londres? C'est 1200 banques commerciales entre les deux qui prêtent de l'argent à bon taux. Tous les économistes vous diront. Mais ils ont dépensé beaucoup d'argent pour les élections parce qu'ils se disent c'est un coup KO. Nos partenaires à l'international, nous leur avons donné des dossiers. Ils ont eux-mêmes fait des enquêtes parce qu'ils ont des représentations sur place. Mais on leur dit dans quel sens fouiller. Il y a des assassinats. Pas uniquement contre les nordistes et contre les Bamileke, comme on le dit, non. On a raflé des gens à Obala, dont on n'a pas de nouvelles. On a raflé des gens en Bankomo.
On a raflé des gens en Angapoko. À Yaoundé, on a raflé des gens dans des endroits comme Mendo, dans des endroits comme Oja. Parce que ils veulent tribaliser ce conflit en disant, voilà, c'est une alliance des Bamileke et des Nordistes. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Allez à Sambelima, où nous avons des frères. Allez à Ibolola. Allez à Amba, où les gens comme les gens Famine Dongo ont dépossédé nos frères Betty. Parce qu'eux ne connaissent personne. Mais allez à Sambelima, voir ce que quelqu'un comme Alain Mepengo a fait aux gens là-bas. Il a mis les gens en prison parce qu'il avait un bœuf qui est tombé dans un trou et le bœuf est mort. Il est allé enterrer le bœuf par mauvais cœur. Les populations ont déterré pour manger parce qu'ils ont faim. Il les a fait mettre en prison. Est-ce que ce sont les Bamileke? Est-ce que ce sont les nordistes? C'est pour ça que je vous dis, ne vous attaquez pas aux gens parce que ils souffrent comme nous. Parce que moi, j'ai de la famille là-bas. Il nous arrive de nous cotiser pour envoyer de l'argent là-bas à des grands-mamans. C'est des femmes qui nous ont nourris lorsque leur mari était fonctionnaire. Certains sont de veuves aujourd'hui. Mais on ne va pas les laisser tomber juste parce qu'elles sont des bêtises. Pour une affaire de 15 000, ces mamans nous écrivent. Ce sont nos mères. Il y a une dont le mari était préfet à Fumba. Mais cette femme nous a tous nourris. Et qu'est-ce qu'elle a à voir avec le régime des Biya? C'est pour ça que je vous dis, les frères, ne disons pas les bêtises ici. C'est contre-productif. Nous sommes tous... Mais est-ce que quand Aïdjo était au pouvoir, c'est tous les nordistes qui mangeaient? Quand André Marine Bida était au pouvoir, c'est tous les étoiles qui mangeaient? C'est un clan. Et nous ne voulons plus de ça. Nous voulons un Cameroun où être Camerounais est le critère. Vous êtes Camerounais, point. Vous aspirez à quelque chose, en avez-vous les qualités? Non, vous ne pouvez pas dire que eux, ils, Marianne Collard, vous ne pouvez pas dire ça, c'est malhonnête. Ne prenez pas quelques, comment je vais dire ça, quelques mafieux pour généraliser. Parce que moi, j'ai des contre-exemples, y compris dans ma vie privée, dans ma vie privée, des gens que je connais, qui parlent et à qui ils ont fait du mal, à qui ils confisquent des terrains. Je vous ai souvent joué des voix ici. C'est la manipulation. Si on fait... Mais quand on dit que Chiroma a été élu, vous pensez qu'il a été élu que par les Bamileke et les nordistes? Paul Biya a été battu jusqu'en Vomeka. Vous pensez que ce sont les chiens qui vivent en Vomeka qui ont voté pour lui? Nous allons avoir un Cameroun nouveau, que vous le vouliez ou pas. Parce que vous êtes très déterminés. Et ça va arriver. Excellent, c'est comme dit le frère. Mvondo Ayo, il est allé dans son village, il a fait fouetter tout le monde. Ce sont les Bamileke qui l'a fait fouetter les nordistes. Il a fait fouetter les gens de son village. Donc, mettons-nous, nous sommes un pays divers. Et c'est cette diversité qui fait notre richesse. Nous avons une difficulté. Nous n'allons pas botter en touche. On va la régler. Ça ne sera pas facile, mais on va la régler. Nous travaillons dessus avec tous les moyens. Même s'il faut faire usage de la force, nous sommes organisés et préparés pour cette éventualité. Mais sachez que l'histoire du Cameroun, comme disait Patrice Lumumba, l'histoire du Cameroun est belle. La perspective, surtout vous les jeunes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on va se projeter. Nous en avons des atouts.
Nous en avons les outils. Il nous faut régler la question de la légitimité politique. Ensuite, la question de la distribution équitable de ressources. Chacun a sa place. Vous n'aurez pas besoin de ce doctorat. Quand on est Camerounais, on n'a pas besoin d'avoir le doctorat pour jouir des fruits de votre pays. Il faudra que le fonctionnaire camerounais soit bien payé, qu'il n'ait pas besoin de corruption, qu'il puisse aller en vacances au Canada, aux États-Unis, à Paris, à Berlin, à Madrid, à Barcelone, et qu'il revienne au Cameroun sans demander l'asile. Parce que son niveau de vie au Cameroun ne l'encouragera pas d'aller vivre en dehors de son pays. Que le petit Camerounais qui veut faire des projets n'ait pas besoin d'aller en exil, d'aller mourir dans le désert libyen. Que le Camerounais qui ne travaille pas reste au Cameroun chercher du travail, mais pendant qu'il cherche du travail, on aura deux catégories de personnes. On aura des personnes qui sont en retraite, qui vont recevoir leur retraite pas tous les 3 mois, parce qu'il faut qu'ils vivent, ils ne mangent pas une fois les 3 mois. Chaque 2 semaines, ils sont payés. Maintenant, on a une autre catégorie, qui sont les invalides, victimes d'un accident de la vie, etc. On essaie de les intégrer, mais pendant ce temps qu'ils suivent une formation, on leur verse des indemnités viables, conséquentes, pour qu'ils n'aient pas à mendier. Nous avons nos frères qui sont handicapés. Ils veulent faire des études, ils veulent faire des formations. Ils ont des problèmes de déplacement, des problèmes motrices. Oui, on met à leur disposition des engins faits pour cela. On les élève au rang de dignité. Il ne faudrait pas qu'un handicapé se sente moins camerounais qu'un autre Camerounais. On lui donne les atouts. Vous avez un problème de déplacement. Et dans tous les transports publics, il faut faire des provisions pour qu'un handicapé puisse entrer avec sa poussette. Dans les toilettes publiques, il faudrait une place pour les handicapés. Il faudrait qu'ils aient accès au bureau, au transport. Et quand vous faites un truc, vous ne dites pas que ça c'est la place pour les handicapés. Vous leur donnez la formation requise. Et s'il y a une dame, je vais la voir dans un bureau, elle travaille dans ma banque. J'ai de la peine à comprendre ce qu'elle me dit quand elle me sert. Mais je fais un effort. Parce qu'elle, malgré son handicap, elle vient travailler. Donc, je n'attends pas d'elle qu'elle me parle comme quelqu'un de normal. Donc, je capte ce qu'elle me dit. Je tiens un peu conversation. Mais pourquoi, si nous, on accepte ça ici, on ne peut pas accepter cela vis-à-vis de nos compatriotes? C'est anormal qu'un handicapé au Cameroun commence à ramper à même le sol. Le ministère des Affaires sociales est là pour ça. Son budget sert à quoi? Des enfants qui dorment au coin de la rue, on ne sait pas qui ils sont, qui sont leurs parents, à la merci des prédateurs. C'est anormal. Vous savez, des gens qui travaillent pour l'État, ils ont des enfants en bas âge. Mais on ne sait pas à qui on laisse ces enfants. Mais l'État a échoué dans sa mission régalienne de protecteur. Donc c'est à ça que nous travaillons. Nous ne travaillons pas sur des questions de place, qui aura telle place, qui aura ceci. Non. Et puis il faudra la valorisation des langues camerounaises. Il faudra que dans le cursus, ce n'est pas obligatoire, c'est une option. Qu'un Bamoun puisse apprendre le Douala, qu'un Douala puisse apprendre le Peul, qu'un Bassa puisse apprendre l'éton, qu'un éton puisse étudier le Bafoussam, qu'un Tchan puisse étudier le Douala, s'il veut. Mais il faut une langue camerounaise enseignée à l'école. C'est votre choix. Vous faites comme en Allemagne, où j'ai fait une partie de mes études. J'ai fait anthropologie, linguisme. C'est-à-dire que si vous prenez à chaque langue, par exemple, si vous prenez une langue, vous avez 15 000 francs.
Chaque langue supplémentaire que vous prenez, vous avez la moitié, 7500, sur votre bourse. Si vous êtes fort et que vous pouvez prendre 10 langues et vous les parlez couramment, vous avez le montant entier, c'est-à-dire 15 000 francs CFA par langue parlée. Donc, il faut motiver les gens. Au lieu de faire des corruptions sauvages au quartier, l'État a un budget pour motiver les gens. Un fonctionnaire, un fonctionnaire qui s'est distingué de façon extraordinaire, on le file. On aura des inspecteurs de travail habillés comme monsieur tout le monde. Ils viennent dans un bureau comme un usager avec des caméras cachées. On regarde la qualité. Si vous vous êtes distingué de façon extraordinaire, vous avez une somme d'argent, vous choisissez une destination, vous voulez aller en vacances pour une semaine avec votre famille, parce qu'il faut que les gens sachent que quand vous vous comportez de façon distinguable, il y a une prime à cela. Il faut motiver les gens. On punit ceux qui font la corruption, mais on encourage ceux qui font leur travail de façon désintéressée. Donc, il faut motiver l'apprentissage. Et on ne doit pas avoir les sous-métiers. Vous pouvez travailler dans un ministère et gagner 4 000 euros, mais quelqu'un qui fait le gazon pour l'État, il peut aussi gagner 4 000 euros. Ils ne font pas le même travail. Et on ne doit pas avoir des travails sous-évalués. La, la corruption, si vous payez bien les gens, on peut l'éradiquer. Si vous montrez l'intérêt, vous jetez une peau de banane dans la rue, vous avez une amende de 100 000 francs CFA. C'est cher payé. Hein. Vous jetez un mégot de cigarette, vous avez une amende de 100 000 francs CFA à payer. Et puis il y a la question des lieux de dépravation, des mœurs. Il est anormal qu'en face d'un collège, on ait un débit de boisson. On ait une boîte de nuit à côté de l'hôpital ou en plein centre-ville. Et un autre aspect qui est un cancer, au même titre que la corruption, sinon davantage, ce sont les églises sauvages, les églises dites des rebelles. Ces églises ont détruit les familles entières. Au Rwanda, le président Kagame a dit, vous êtes pasteur, vous nous apportez un papier prouvant que vous avez étudié la théologie, avec des références. Mais vous avez... Lucien me demande quelle langue on doit choisir. On ne choisit pas de langue. La langue est un vecteur de communication. Nous parlons le français et l'anglais. Mais chacun va choisir une langue camerounaise comme deuxième ou troisième langue. Il faut éviter ce qui va nous servir de pomme de discorde. Vous allez choisir une langue au détriment d'une autre langue. Sur quelle base? Laissez aux gens le soin de choisir les langues qu'ils aiment. Mais vous choisissez une langue et on va vous interroger dessus. Voilà, vous choisissez une langue. Donc, vous prenez ces églises de réveil qui ont fait beaucoup de mal. Ils poussent certains mères de famille à vendre des maisons et divisent des familles entières. Ce sont des églises qu'on doit interdire au Cameroun. Ce ne sont pas des églises, ce sont des sectes. On doit interdire ces machins au Cameroun. On a des églises conventionnelles, les catholiques, les protestants. Et dans les protestants, vous avez les baptistes, les adventistes, etc. Vous avez des musulmans aussi. Mais ces histoires d'églises de réveil, où tout le monde s'improvise pasteur pour raqueter les gens, il faut interdire ça. Aman Yerema me dit si on peut revenir. Oui, les gens de Pegasus, certains commencent à nous donner des informations pour se venger, parce qu'ils n'ont pas été payés. Ngongo avait fait des provisions comme il les paye souvent, mais les comptes que nous avons indiqués sont gelés. L'argent ne sort pas. Donc certains nous balancent des informations par anonymat, nous vérifions et nous mettons à la disposition des institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale. On leur dit simplement,
voilà, le Cameroun bénéficie de tel statut. Et pour ce fait, ils ont des remises des dettes. Mais voilà l'argent que ces gens ont dans leur compte. Donc, si on met ces argents, on réunit ces argents bout à bout, c'est le budget du Cameroun pour une cinquantaine d'années. Donc, regardez. Excellent. Les salles de jeu au hasard. À quoi ça sert au Cameroun? Ça sert strictement à rien. C'est des choses il faut bannir. Donc, voilà les choses sur lesquelles euh, on travaille, on regarde, on se pose, parce que le changement va arriver. Je vous dis toujours que vous avez fait le plus gros. Vous avez fait le plus gros, vous avez voté, et vous avez montré à la face du monde que M. Biya est illégitime. On parle de lui parce que c'est lui la façade officielle. Euh, mais ce n'est pas lui qui est aux affaires. Il n'est plus aux affaires. Et la communauté internationale comprend maintenant euh, qu'il y a des gens derrière. Et qui gouverne le Cameroun? C'est Chantal Biya, avec Ngongo, avec Ayolo, Vondo Ayolo, les Baboke, tous ces gens, toute cette mafia. Ils ont capté le pouvoir au détriment des Camerounais. Ils se disent que les Camerounais veulent leur arracher leur beefsteak, leur fromage. Il faut tirer dessus. Et Sommet, Dibi Philippe, dit le pari, il faut tout ce qui est pari, tout ce qui est jeu de hasard. Et ce que les compagnies étrangères font, nous ne sommes pas des xénophobes, mais nous allons regarder ce que vous faites. Est-ce que les Camerounais ne peuvent pas le faire? Est-ce qu'il n'y a pas un Camerounais capable, comme faisait Aïdjo, si on lui donnait, l'État lui donnait un coup de pouce, ne peut pas faire de la téléphonie comme le fait Orange, Orange qui passe outre son rôle et se met à faire la banque. Parce que quand vous envoyez, tous les financiers vont vous dire, quand vous envoyez de l'argent Orange Money, ça c'est illégal. En fait, ils sont en train de faire le métier de banquier sans payer des licences. Et quand les gens réclament, nous avons déjà eu plusieurs plaintes ici, quand les gens font des réclamations, ils ne tiennent pas compte de ça. Est-ce qu'il n'y a pas un Camerounais capable de faire ce que font Orange et MTN au Cameroun? Donc, arrivant aux affaires, c'est des panneaux que nous allons lancer. Est-ce qu'il y a des Camerounais, même de la diaspora, ou vivant sur place, capables de faire ce genre de choses? Voilà. Avant de donner ça à un étranger, est-ce qu'il n'y a pas un Camerounais, si on le soutenait, qui est capable de faire ça? Parce que vous n'allez pas arracher votre indépendance avec des slogans. Mort à ceci, mort, non. Pas des gestes concrets. Et puis les jeunes Camerounais, je ne veux pas seulement que les jeunes Camerounais soient des fonctionnaires, on les paye, on les paye. Soyez imaginatifs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs parmi les Camerounais. Regardez l'industrie du cinéma au Nigeria. Au Cameroun, on essaye, on balbutie. Mais parce que les gens, est-ce que l'État assiste ces gens, les créateurs? Quelqu'un parlait des artistes tout à l'heure. Vous faites PMUC, vous pariez sur les chevaux en France. Mais est-ce que l'État du Cameroun ne peut pas faire quelque chose avec un entrepreneur camerounais? Vous me dites, mon ami Marc Bolo, on dit Biya n'a pas renouvelé les accords. PMUC, c'est quoi? C'est Bafan, c'est Bassa, c'est Douala, c'est Hondo. Il n'y a pas un Camerounais capable de faire ça. Donc, on peut faire. Alors, on a des Camerounais dans la NASA. Donc, on peut avoir des Camerounais, ces mêmes Camerounais qui peuvent venir faire des choses au Cameroun. Est-ce qu'on leur en donne l'opportunité? Non. Et ça, c'est la faute de Paul Biya. Parce que quand il va se faire soigner, avant il allait au Luxembourg, à un moment il s'est soigné au Luxembourg. Et ce qu'il faisait au Luxembourg, il a fait la même chose en Suisse. À savoir, quand il arrive,
il ne veut pas qu'il y ait un médecin camerounais dans l'établissement pendant que lui, il est. Ces pâtissiers en Vomica sont des Français. Donc, il va dire, voilà, je ne renouvelle pas les accords. Mais, j'ai un pâtissier qui est français. Donc, on peut faire des choses. C'est la volonté politique. Mais pour cela, il faut que nous soyons unis. Mais si nous acceptons qu'on commence à pointer d'autres compatriotes, ce sont les Boulous, ce sont les Ewondo, ce sont les Eton, ce sont les Manguisa, ça va tuer notre combat. Parce qu'on n'a même pas encore décollé et on commence. Parce qu'on aura besoin de tous ces gens. On n'a qu'une seule terre. Personne ne va déménager. Si vous avez un voisin qui ne vous plaît pas, vous pouvez changer de quartier. Mais un pays, nous avons une seule terre. Un Bafoussam ne va pas déménager. Parce que toi, le Bassa, tu ne l'aimes pas. Les tonnes ne va pas déménager. Parce que toi, les Wondo, tu ne l'aimes pas. Vous allez faire un effort et vivre ensemble. Tant qu'à faire, il faut que ça se passe bien. Voilà une réflexion, Sarah Mafo, que j'accueille. Il faut restaurer les chefferies traditionnelles. Les chefferies traditionnelles. Au lieu de transformer nos chefs en auxiliaires de l'administration coloniale. Parce que ça, c'est une administration coloniale. En les transformant en collabos. Arrêtez de leur donner des salaires. Le chef est soutenu par l'élite. À l'époque, le chef, c'est la population qui le nourrissait. Parce que le chef était à la fois le chef de l'administration, le commandeur des croyants, le père de famille et le chef de guerre. On met en place, comme dit Nab, les institutions fortes, mais sur la base du consensus, de la transparence, de l'inclusivité de tout le monde. Quelqu'un ne se lève pas dans son coin et dit, bon, article 8, on va faire ceci. Tous les Camerounais ensemble, mais dans une attitude d'humilité. On accueille la sœur Edwige Patricia, bonsoir. Dans une atmosphère d'humilité. Parce que si je commence à se dire, moi je sais tout, vous êtes des imbéciles, dès ce moment, je suis plus audible. Tout ce que je vais dire, ça passe de l'autre côté. Donc il faut déjà l'humilité, écouter les autres. Quelqu'un me dit quel sera votre projet sur le foncier en sachant que ces régimes doivent dénoter comment pour les récupérer. Nous avons déjà dit aux Chinois et à tous ceux qui achètent les terres au Cameroun, pardon, surtout ces derniers temps, tout ce que vous êtes en train d'acheter sera confisqué. Parce que vous avez affaire à des receleurs. Ils n'ont pas de légitimité. L'argent que vous leur donnez à perte. Le président Tiroma a dit, il a parlé d'audit. Sans en dire plus. Alors, l'audit en comptabilité, c'est une forme d'inventaire. C'est la forme la plus dure d'inventaire. C'est la mise à plat. Ce qu'on appelle faire l'état des lieux. Donc, vous avez acheté des choses, on va revoir tout cela. On va voir les actes de naissance, les cartes d'identité, des gens qui ont des multiples identités. Je vous ai dit qu'on va travailler avec les Scandinaves et les Suisses. On va y associer les Belges pour ce qui est de la qualité de l'identité digitale. Bien sûr, avec des Camerounais qui sont experts dans ce domaine. Les Camerounais qui ont 10 identités, on va les débusquer, pas pour les punir. On va dire, voilà, mon ami Isomé, vous avez 10 identités. Choisissez une.
Les autres, vous ne pourrez plus vous en servir. Et si vous le faites, on saura. Avant la chicotte, il faut toujours faire miroiter la carotte. On est conscient. On sait qu'il y a des gens qui ont des maîtrises identitaires. Mais c'est facile à débusquer. Ça s'est fait ailleurs. Ça s'est fait en Suède, ça s'est fait en Suisse. Ça s'est fait même en Belgique. Donc, à ces gens, nous allons confier cette mission associée à des Camerounais. Vous avez 10 identités, 20 identités, ce n'est pas un problème. On va vous demander de choisir une seule parmi ces identités. Les autres, vous ne pourrez plus. Il y a un mécanisme pour ça. Je ne veux pas le dire parce que les gens nous écoutent. Sur la question du foncier, des gens à qui on a arraché les terres, il faudra associer les chefs du village à ce travail. C'est pour ça qu'on parle de l'audit. De l'audit. Mais on va regarder sur l'aspect de la protection du tissu social, sans faire ce que quelqu'un appelle le fédéralisme communautaire. On ne peut pas, si à Mbalmayo, il y a 100 habitants, on ne peut pas avoir 80 étrangers contre 20% de la population. Il faudra équilibrer ça. Il y a une méthode pour le faire. On va faire appel aux géographes. Il faut que la ville de Boulou reste la ville de Boulou. Il y a des étrangers. Il faut que la ville de Bamileke reste la ville de Bamileke. Il y a des étrangers, il y a une politique d'urbanisation qu'on peut faire. Sinon, ça vous détruit le tissu social. Ça vous détruit la cohésion nationale. Ce n'est pas tribaliste que de dire ça. Mais il y a une façon de réguler. En évitant les ghettos. En évitant la ghettoisation. C'est un travail qu'on va confier euh, aux géographes, aux gens, aux démographes, aux ethnologues, aux anthropologues, aux historiens et aux religieux. Si Douala n'est plus Douala, ça défigure le Cameroun. Donc il faudra un ordre dans l'urbanisme, l'urbanisation, mais en tenant compte des autochtones. Il n'est pas question de chasser les étrangers. Non. Il faut les associer et faire de telle sorte que le tissu social soit préservé. Et vous faites ça partout. Vous faites la même chose à Bafoussam, à Bouddha, à Banganté, à Tchang. Il ne s'agit pas de chasser les gens. On fait une politique d'urbanisation. On tient compte de là où vous vivez. Si vous allez vivre en Bouddha, il faudrait que tous ceux qui viennent vivre à Bouddha fassent l'effort de dire quelques mots de la langue locale. Il ne faut pas tuer l'âme de l'endroit où vous allez vous installer. Ça s'est fait dans les grands pays comme l'Allemagne. Vous allez en Bavière, vous allez au nord de l'Allemagne comme à Hambourg. Ça peut se faire. Non, on ne dit pas. Vous me comprenez mal, justement. Frank Tikaman, il me dit, que fera-t-on de ceux qui ont déjà des biens dans ces localités? Est-ce que je vous ai dit qu'il faut chasser les gens? Je vous parle de politique d'urbanisation. Je vous parle d'harmonisation, c'est-à-dire de mettre de l'ordre. Qu'est-ce que les biens ont fait quoi? On ne va pas détruire les biens. Les biens, on en a besoin. Mais il faut une harmonisation. Harmonisation, ça se fait partout. Moi, j'ai vu au Royaume-Uni. Si vous prenez ici, parce qu'il faut faire la distinction, j'ai discuté avec une compatriote aujourd'hui qui me dit, elle est devenue anglaise. J'ai dit, mais tu ne peux pas devenir anglaise. Elle me montre son passeport. J'ai dit, oui, où tu as vu écrit anglais là-dedans? On ne devient pas anglais comme on devient français. Anglais, c'est une ethnicité. La Grande-Bretagne est constituée. D'abord, Londres est la capitale de la Grande-Bretagne. Mais elle est aussi la capitale de l'Angleterre. Mais la Grande-Bretagne n'est pas constituée que des Anglais. La Grande-Bretagne, c'est l'Angleterre, c'est le pays de Galles, c'est l'Écosse,
et l'Irlande du Nord. Et quand vous regardez dans le passeport britannique, ce n'est pas écrit Angleterre. Great Britain and Northern Ireland. Northern Ireland. Exemple, un Tchadien arrive au Cameroun, c'est plus proche même, parce que anthropologiquement, on a des liens entre Tchadiens et Camerounais. On va dire un Français arrive au Cameroun, il épouse une Camerounaise et il obtient la nationalité camerounaise. Donc, il est Camerounais comme moi, mais il ne peut pas être Tikar, il ne peut pas être Bamoun, il ne peut pas être Douala. Il est citoyen camerounais, oui. C'est la même chose. Donc, un Noir qui vit en Grande-Bretagne, il a la nationalité britannique, mais il n'est pas anglais. Parce que anglais, c'est une ethnicité, comme l'exemple que je viens de vous donner. Donc ici, on a eu un premier ministre écossais, Gordon Brown. Mais Gordon Brown n'était pas anglais. Mais Tony Blair était anglais. David Cameron était anglais. Margaret Thatcher était anglaise. David Beckham est anglais, etc. C'est une ethnicité. Donc, quand vous voyez l'urbanisation, l'harmonisation des gens qui habitent, on peut faire la même chose au Cameroun. Mais pas dans le mauvais sens comme certains imaginent. Comme mon frère commençait à me dire, les gens ont des biens là-bas. Mais non, il ne s'agit pas de les chasser. Il s'agit d'harmoniser. D'harmoniser. Et de ressortir l'âme. Par exemple, ici, quand moi je vais en Écosse, quand j'arrive, je sens que je suis en Écosse. Mais il y a d'autres populations là-bas. Mais si, je vous donne un exemple. Allez à Dubaï. Vous allez à Dubaï, il y a plus d'étrangers que des nationaux. Mais vous sentez que vous êtes à Dubaï. Il y a une harmonisation. Donc, c'est de ça que je parle. Ce n'est pas chasser quelqu'un, ça c'est rétrograde. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire des métissages. En commençant par l'histoire de France, le pays des Gaulois. Ils ont reçu les Francs chez eux, les Francs les ont débordés. Un peuple de barbares, etc. Ici, on a eu un roi, William, les Anglais disent William, mais en français, on dit Guillaume. Guillaume le Conquérant ou Guillaume le Bâtard. C'est selon. Parce que son père est venu de Scandinavie. C'est un viking. Donc, ce sont les vikings qui sont venus de Scandinavie pour aller dans ce qu'on appelle la Bretagne. C'est par rapport à ça qu'on va dire ici la Grande-Bretagne. Les Anglais disent the Brittany. C'est pour ça qu'on dit ici Great Britain. Donc, le père de Guillaume, en anglais on dit William, Guillaume le Bâtard ou Guillaume le Conquérant, William the Bastard ou William the Conqueror. Il est venu de Scandinavie et il était il était du côté de la France, là-bas, et plutôt en Normandie, Norman, quand vous entendez Norman en suédois, mes amis qui parlent suédois sont ici, il y a un Danois et un Suédois, quand on dit en suédois Norman, c'est-à-dire que l'homme venu du Nord, pour ne pas dire le Scandinave ou le Viking. Donc en fait, il était pas en Bretagne, mais il était en Normandie, Norman. Et quand il meurt, on se rend compte qu'il n'a pas d'héritier. Il n'a pas laissé d'héritier, mais on se souvient d'un bâtard issu d'un amour, issu d'un viol. La maman était au bord de l'eau, etc. Donc, c'est celui-là qu'on prend, William le Bâtard, ou bien Guillaume le Bâtard. Il sera roi en Angleterre. Il est mort, il est enterré dans une église ici. Le corps aurait explosé le dernier jour. Donc vous avez ces histoires qui s'entremêlent. Des liens. Je vous ai dit à plusieurs reprises que la Grande-Bretagne doit son Parlement à un Français, Simon de Montfort et Lamourie. Simon de Montfort et Lamourie. Lamourie, c'est en France, pas loin de Nemo. Donc, il vient ici, à l'Esta. Vous allez à l'Esta, il y a une université qui porte son nom. Il était marié à la sœur du roi, le roi John, l'homme à qui nous devons le Parlement, ou alors le Magna Carta.
document officiel qui impose au roi le fait que les lois applicables à ces sujets lui soient aussi appliquées. Donc c'est ce Français qui vient ici, c'est lui qui est à l'origine du Parlement, parce que quand on va voir le roi dit, donnez-moi une liste des revendications, ce qu'on appelle des Bill of Rights, qui est la base de la Constitution britannique. Encore que la Grande-Bretagne n'a pas de constitution écrite. Si vous lisez pour cela, comment il s'appelle, Badgerhood, Walter Badgerhood, c'est lui qui a écrit l'English Constitution, faisant la différence, ou plutôt la nuance, entre la royauté, la monarchie, et, et l'exécutif. Ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au Cameroun, en disant que si on pouvait prendre le roi Babadjou, ensuite le roi de Marois, Lamido, pour l'aspect du protocole. Et en 1837, Walter Badgerhood, auteur de The English Constitution, a dit for the monarchy or for the crown to work perfectly, we need the monarchy to be the executive to be efficient. Et on veut que la monarchie ait le protocole, que le protocole soit allié à l'efficacité. Donc on a l'aspect protocolaire et on a l'aspect de l'exécutif, c'est-à-dire le pouvoir réel, émanation de la légitimité des urnes. Ça, c'est le Premier ministre sous Parlement, etc. Le roi a une émanation divine. The legitimacy of the executive is the electorate, and the king or the queen is accountable to God. Donc, on a ces aspects. Mais on peut sélectionner des choses qui nous arrangent en Afrique. Ce sont des pistes de réflexion. Donc, dans le cas du Cameroun, nos traditions doivent être le levier sur lequel nous nous basons. Parce que quand on a eu l'indépendance, on n'a pas renversé la table. On a conservé, non seulement on a procédé à un remplacement des gouverneurs à la peau blanche par des gouverneurs à la peau noire. Rappelez-vous l'autre fois quand je vous disais que Giscard avait dit pour remplacer les pères des indépendances, le critère était avoir fait ses études en métropole, avoir été biberonné à l'amour de la France, n'avoir jamais pris part à des manifestations hostiles aux intérêts français, etc. Donc on remplace un gouverneur français blanc par un gouverneur noir. Et vous avez Paul Biya. Renverser la table, ça signifierait quoi? Se défaire du système de l'éducation tel que hérité. Parce que quand les colons viennent, on parle de la mission civilisatrice de la France. Mais c'est quoi une colonie? D'abord, on dit, en anthropologie socio-structurelle, on dit colonie d'exploitation. Colonie d'exploitation. Moi, mon pays est pauvre, on n'a pas à manger. Je dis, tiens, moi je vais là-bas, je vais capter leur richesse. Mais ça se faisait chez les Bamileke. Pas seulement, mais je donne l'exemple des Bamileke. Parce que maintenant, il y a beaucoup de rois Bamileke. Quand vous dites le roi Bamileke, on vous dit lequel? Parce que le roi Banjoun n'a pas autorité sur le roi Banganté. Le roi Banganté n'a pas autorité sur le roi des Bamoun. Vous voyez bien que quand je dis Bami, je mélange les Bamileke et les Bamoun exprès. Parce que si vous prenez la ville de Banganté, a été créée par deux princes Bamoun, Ngameni et Kameni. Si vous prenez des villages comme Banka, créés par un prince Tikar, mais venu de Fumban. Donc si on prend, on retourne à mon raisonnement initial, je dis bien les rois Bamileke. À l'époque, au XIIe siècle, lorsqu'on aperçoit les Bamileke au niveau de la plaine Tikar, les Bamileke ont un roi unique qui s'appelle Né. Roi unique.
c'est son fils, Yende, qui va créer le premier groupement bamileke à Bafoussam, 1360. Alors, je fais le parallèle avec les colons, la colonisation. Pourquoi on va assister à la dissémination des chefferies bamileke? C'est une affaire d'argent et c'est une affaire de puissance et de conquête militaire. D'abord, entre eux, les bamileke. Quelqu'un dit, voilà, moi, mon village est petit, ou bien mon village est pauvre. Donc, je vais conquérir le village de quelqu'un d'autre. Donc, on lance un mouvement de conquête. La plupart du temps, ils sont 10. Ils arrivent. Soit c'est un terrain vague, ce qui était rare, mais ils vont aller conquérir un village existant. On dit, on quitte, on va créer Bamouan. Nous sommes 10. Mais on ne peut pas être 10 rois. Donc, on choisit le roi. Donc, c'est 9. Entre nous 10, entre nous 10, il y a un qui va être roi. Les 9 autres ont les mêmes droits, mais les 9 autres, c'est ce que les Bamileke appellent 9 notables. Vous entendez un chef Bamileke, il vous dit, je suis 9 notables. Vous vous dites, mais un seul individu ne peut pas, lui tout seul, être un 9 notable. Qu'est-ce que c'est? Donc ça veut dire qu'il fait partie des 9 qui ont intronisé le chef. Et ils ont les mêmes pouvoirs, de façon collégiale. Vous allez entendre les titres, lorsque je vous ai parlé une autre fois ici, des piliers du dynamisme bamileke, je vous ai parlé de la récompense. Donc vous avez là-bas des titres, des Menkam, des Nza. Parce que chez les bamileke, la notabilité ne se donne pas au prince. Le prince, comme chez les Bamons d'ailleurs, le prince, par sa condition de naissance, n'est pas un notable. La notabilité est une récompense. Et ça fait partie de ce que j'appelle les piliers du dynamisme bamileke. Donc quand ils créent un village. Mais ce village est susceptible d'être attaqué par d'autres. Donc ceux qui se sont manifestés par des actes de vaillance en défendant le village physiquement, on leur donne des titres. Il y en a qui ne le font pas de façon physique, mais qui, par leur savoir, par leur possession, contribuent, le chef leur donne des titres. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre fois qu'il ne se passe pas un week-end sans que l'élite bamileke, Douala, Yaoundé et d'autres villes retournent au village. Parce que le chef donne des titres. Des titres s'achètent. Parce que ça fait beau de porter ces titres. On est reconnu dans la société. On est associé au projet du village. Le chef vous consulte. Il demande votre avis. Oui, Lucien Ambiana, Sokudjo est digne, mais il en a payé le tribut de cette dignité. C'est pour ça que je le cite. Je le cite parce que je connais son état d'intégrité. Et donc, on aura des chefs comme ça. Mais il faudra les épauler. Parce que s'ils sont seuls, ils ne sont jamais que des humains. Les Bamoun en ont payé le tribut à un moment. En 1924, la monarchie Bamoun avait été dissoute par les Français. En 1931, ensuite, le roi des Bamoun avait été envoyé en exil à Yaoundé. Il en est mort d'ailleurs. Donc, il y a ça. Quelqu'un me parle des signes de la fin propos sont visibles. Mobutu avait initié pour la recette plus immaculée de symbole de... Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est vrai ce que vous dites. Je l'ai souvent dit ici. Donc, il y a des fondamentaux. Donc, on a du travail devant nous. Donc, ne vous découragez pas. Il y aura de la place pour tout le monde. Ces gens nous ont perdu du temps et nous perdons du temps. Donc, on va les dégager. Oui, ce que vous dites est vrai, les origines égyptiennes. Je vous ai parlé des clans de l'autre jour. Parce qu'en Égypte, les Bamileke embaumaient les corps. Mais dans la fuite, ils n'ont pas pu continuer à observer cette pratique. Et on a remplacé ça par pas l'adoration des crans, pas du tout, mais
on s'en sert pour les vecteurs que je vous ai expliqués ici l'autre jour. Excellente question de Marie Abiba qui me demande: les entreprises françaises installées sur le territoire camerounais paient les impôts au trésor du Cameroun ou bien? Je n'ai pas l'information, mais je vous promets que demain, je vais faire des recherches et je vous reviendrai. Alors les amis, y a-t-il des questions? Y a-t-il des suggestions sur lesquelles on puisse broder, spéculer, non? Alors, je ne vois rien, mais bingo nous montrer, etc. Alors les amis, dans cette hypothèse, il ne reste plus qu'à vous remercier. Et puis, si demain, le bon Dieu le veut, on se verra à nouveau pour voir s'il y a évolution de la situation. Qu'est-ce qu'on peut vous dire concrètement? Le président, il s'adressera à vous bientôt. Mais s'il y a des choses à dire, mais pour le moment, on reste concentré. L'objectif n'a pas changé. Le président est-il en sécurité, dites-vous? Il est en sécurité et il est en lieu sûr. Il est en lieu sûr. Alors, quelqu'un me dit, Giovanni, que Dieu est derrière le golfe qui sait les couilles. Je vais mener les enquêtes. Je ne peux pas vous répondre comme ça. Je ne sais pas. Voilà. Alors, les amis, merci et bonne nuit à demain.